Bonjour, eh bien, nous continuons et j'espère nous terminons aujourd'hui la dernière séance consacrée à la problématique de l'anthropologie du développement versus anthropologie politique et économique. La dernière séance, j'ai abordé disons, le cadre général, toutes les doctrines et tout le contexte qui va donner lieu à ce type de réflexion, qui vont situer l'économie politique dans son contexte et qui vont la voir sous l'œil, sous l'angle du regard anthropologique escalité. Nous avons donc envisagé ces questions de doctrine et de contexte. Ensuite, j'ai posé quelques rappel théorique sur la question du pouvoir, parce que le problème du pouvoir est central dans cette réflexion, les différentes conceptions du pouvoir, aussi bien chez les philosophes, les psychanalystes, les historiens, etc. Et nous avons fini par construire une sorte de typologie autour du concept de patrimonialisme, un concept qui nous vient de la théorie weberienne de la pratique politique, et la différence entre patrimonialisme et néopatrimonialisme, comment le patrimonialisme se redéploie dans le contexte des indépendances précisément. Et là, nous abordons la troisième partie de ce dossier, qui est, que j'intitule « Archéologie des modèles de domination interne ». C'est-à-dire là, on parle évidemment, quand on parle d'archéologie, il s'agit des formes de domination qui ont existé dans les pays en développement, et là nous avons abordé essentiellement le Maghreb, dans la mesure où le Maghreb est tout à fait illustratif de tout le corpus théorique que j'ai développé. Ça peut être n'importe quel autre pays africain ou d'Amérique latine, mais il vaut mieux comment dirais-je, parler de ce qui nous concerne directement. Donc, le Maghreb n'est pas ici une singularité sur le plan politique et historique, c'est un exemple qui illustre la théorie générale qui est applicable sous réserve d'inventaire à l'ensemble des continents. Alors, archéologie des modèles de domination interne, là je vais m'atteler à une typologie diachronique, c'est-à-dire qui tient compte de l'évolution historique. Et pour parler d'archéologie des modèles de domination, évidemment, il faut exclure les formes de domination qui sont exogènes, qui sont venues de l'extérieur, et notamment la domination coloniale. Donc nous allons en rester à ce qui relève du pré-colonial, de ce qui est antérieur à la période coloniale. Alors, quels sont les modèles de domination que l'on peut enregistrer à partir des enquêtes, des recherches qui ont été faites par les différents collègues, chercheurs, anthropologues, historiens, dont je faisais partie. Il y a d'abord, au premier rang, dans l'ordre, si vous voulez, de la chronologie, hein. Mettons même avant même d'imaginer l'avènement de l'islam ou de quelque autre religion que ce soit, hein. On se place ici dans une perspective du long terme et d'une antécédence au sens fort du terme. Il y a d'abord ce que j'appelle le modèle prédatoire tribal. Un modèle prédatoire tribal. Donc il y a ici la notion de prédation, hein, d'ailleurs qui est très bien rendue par le terme de Rasour.
on dit le razou. Le razou, c'est le terme utilisé par les Touaregs quand ils vont faire leur commerce, quand ils vont dans le sud, c'est-à-dire le Mali, le Niger, ou même dans d'autres régions de l'Afrique sahélienne. Pour eux, ils trouvent tout à fait normal que, faisant partie du commerce, non seulement le commerce proprement dit, c'est-à-dire échanger avec d'autres tribus, mais prélever des esclaves ou des captifs, on les appelle aussi les captifs, les prélever manu militari pour ensuite les faire venir travailler chez eux pour de prestations diverses. Cette violence tribale faisait partie des formes de l'échange et de l'économie. Et d'ailleurs, cela ne s'est pas seulement produit sur le continent saharien, transsaharien, cela s'est produit également en Méditerranée et même en Atlantique. Vous savez, les fameux romans sur le capitaine Scarface, etc., les capitaines qui battaient pavillon royal, hein, qui prêtaient allégeance à leurs monarques respectifs, mais qui, quand ils se retrouvaient devant un bateau ennemi, ils vont la raisonner. Hein. C'est la règle de la prédation, ce qu'on appelle la règle de prédation. Tag à la tag. Hein. Alors, ils ont raisonné le bateau ennemi et ils vont le dévaliser de ses produits et ils vont emprisonner ses occupants pour ensuite les négocier, les négocier sur le marché, soit de l'esclavage, etc. C'était un peu ce qu'on appelle Qarsana, la course qui a eu lieu en Méditerranée à l'époque ottomane, lorsque les Ottomans ils ont commencé à occuper la Méditerranée. Ils arraisonnaient des bateaux ennemis, c'est-à-dire chrétiens, hein, ceux qui ne faisaient pas partie de la communauté musulmane, tout au moins. Et c'était la règle. C'était la règle. Il n'y a pas de morale dans cette histoire. Hein. C'était la règle. C'était la règle de la prédation et de la loi du plus fort. Hein. C'était presque une vision darwinienne, si vous voulez, du rapport de force. Et c'est ainsi que beaucoup de navigateurs, de personnel qui étaient dans les bateaux maltais, italiens, espagnols, français, que sais-je encore, qui étaient arraisonnés par les navires des raïs turcs, ils étaient ramenés en Afrique du Nord. Certains étaient convertis à l'islam. D'ailleurs, la conversion à l'islam, c'était le gage pour être libéré. Hein, c'était le moyen de les libérer. Et nous avons sur notre terre, maghrébine, notamment l'Algérie et la Tunisie, je dis notamment l'Algérie et la Tunisie parce que le Maroc n'a pas accepté la protection des Ottomans pour chasser les Espagnols, parce qu'ils sont venus au début du XVIe siècle, en 1510 exactement, l'arrivée de Baba Rouge, hein, ils sont venus pour chasser les Espagnols qui occupaient les côtes maghrébines, c'était l'époque de l'Inquisition, n'est-ce pas? Le pouvoir marocain a dit aux Ottomans, merci, merci, barakallahu fikum, on ne veut pas de votre aide. Donc l'occupation ottomane s'est arrêtée aux frontières algéro-marocaines, si je veux dire. Bon. Et c'est la raison pour laquelle il y a encore en Maroc des possessions espagnoles, à Melilla, à Ceuta, etc. Donc il n'a pas changé. Et puis de l'autre côté, sur le côté atlantique, il y avait aussi des possessions portugaises, qu'il ne faut pas oublier. Les possessions portugaises ont cessé d'exister. Les possessions espagnoles ont cessé d'exister au sud du Maroc, c'est-à-dire le Rio de Oro, ce qu'on appelle le Sahara occidental, mais en Algérie, les combats ont été menés depuis le XVIe siècle pratiquement jusqu'à la fin du XVIIIe, jusqu'à 1780-90. Le dernier bastion occupé par l'Espagne, c'est Mers el-Kébir. Hein? Nous avons encore les restes de l'occupation espagnole, Santa Cruz, qui est sur la montagne. Donc, jusqu'à Mers el-Kébir, le combat s'est déroulé en 1791, donc pratiquement 30 ans ou 40 ans avant la colonisation française. Et jusque-là, il y avait encore des possessions espagnoles, dont nous avons encore trace, hein, du côté du quartier de la Marine. Et pour la petite histoire, un de nos grands
chantre du XVIIIe siècle, Mustafa Ben Brahim, pour ne pas le nommer, dans Fewaren Sekna Ghazali, il était soldat dans l'armée turque, dans l'armée du beylik de Maaskar, et il était en escale à Oran avant le dernier combat qui devait être livré aux Espagnols. Et là, bon, c'était la rencontre avec sa bien-aimée, je ne sais pas si c'était une bien-aimée réelle ou fictive, et Fewaren Sekna Ghazali, donc le poème qui était un poème d'une très intense émotion, d'ailleurs, hein, sur le plan dramatique. Voilà, donc on était ici dans une logique de prédation qui consistait non seulement à défendre le territoire d'Afrique du Nord de l'occupation étrangère, chrétienne, mais indépendamment de ça, on avait affaire à du rasour, à une pratique du commerce qui était une pratique de type prédatrice. C'était celui qui arraisonnait l'autre, on était dans un rapport de force, mais qui n'était ni une spécialité du monde musulman, ni une spécialité de l'Afrique, ni une spécialité du monde occidental. C'était une logique qui s'exprimait pratiquement jusqu'à des périodes très différentes. En Afrique du Nord et au Sahel, cette pratique de prédation, elle a continué à s'exercer très tard, pratiquement jusqu'au début du XXe siècle, fin 19e, début du XXe siècle. Alors c'est ce que j'appelle le mode prédatoire tribal. Ici, renvoie à cette réalité qui est à la fois une réalité économique, sociale, politique, historique et anthropologique qui synthétise le tout. Alors, il s'agit de quoi? Ce modèle prédatoire tribal, ce sont des castes nomades. Et là, je reste sur le territoire algérien et tunisien, sur le territoire maghrébin. Ce sont des castes nomades, ce sont des tribus agro-pastorales, parce qu'elles se nourrissent à la fois de l'élevage et de l'agriculture, même si l'agriculture est arrivée très tard, hein, dans le Hogar. Hein. L'agriculture est relativement récente, elle est surtout consécutive à l'avènement de la traite triangulaire, de la traite atlantique, qui avait permis aux navigateurs européens, grâce à la modernisation de leur système de navigation, notamment le tube des tombeaux, etc. Enfin, il y a eu des techniques nouvelles qui permettaient à la flotte européenne de faire des longs parcours, et au lieu d'acheter les esclaves qui leur auraient été vendus par les Touaregs ou par les Chamba, en l'occurrence, sur les ports nord-africains, ils allaient se ravitailler directement en empruntant l'océan Atlantique, et c'est ainsi qu'ils allaient acheter ces esclaves à l'île de Gorée, au Sénégal, ou au golfe de Guinée, ou au Bénin, à Cotonou, parce que évidemment ils arrivaient à les obtenir à des prix beaucoup plus intéressants, et c'était l'époque où ces esclaves étaient ensuite acheminés vers les Amériques, et dans la mesure où l'occupation de l'Amérique, notamment l'Amérique du Sud d'abord, ensuite l'Amérique du Nord, on avait besoin de bras pour exploiter les régions. Donc toutes les plantations de café, de coton et de toutes les spéculations, elles ont été faites de main d'esclaves. On les utilisait comme on utilisait les animaux. Et c'est ce qui explique la présence des populations africaines noires en Amérique latine et en Amérique du Nord. Hein. Leur présence ne peut s'expliquer que par cette histoire-là, qui est une histoire triste. Or, il se trouve que avant cette période, jusqu'à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, il y avait la transsaharienne, c'est-à-dire que ces esclaves étaient achetés ou capturés par les nomades Touaregs, en l'occurrence,
qu'il est ensuite revendu à des groupes intermédiaires, des nomades intermédiaires. J'ai parlé des Shamba tout à l'heure. Donc il y a toute une chaîne de transmission jusqu'à ce que ces esclaves arrivent sur les ports de Hunayn, Bjaya et compagnie. Et ils étaient évidemment revendus aux mêmes populations européennes et pour les mêmes finalités. Donc on est passé de la transsaharienne, du réseau transsaharien, au réseau atlantique, à la traite atlantique. Et c'est dans ce contexte qu'il faut situer ce que j'appelle le modèle prédatoire tribal. Alors, c'est assez complexe parce que lorsque je parle de modèle prédatoire tribal, je donne l'impression qu'il s'agit de l'archéologie, entre guillemets, c'est-à-dire d'un phénomène interne, d'une économie autarcique, d'une économie qui est limitée à l'intérieur de ses frontières. C'est oui et c'est non, puisqu'il y avait déjà un commerce avec le monde extérieur, je viens de le dire. Bon, toujours est-il que la captivité des esclaves, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des populations considérées comme de statut inférieur et qui pouvaient être prélevées, achetées ou prélevées manu militari pour être utilisées à des fins multiples, ce phénomène n'a pas été inventé par les navigateurs étrangers, européens, n'a pas été inventé du fait de la découverte du Nouveau Monde, c'est-à-dire de l'Amérique. C'est un phénomène qui a existé depuis longtemps. La preuve étant, c'est qu'il y avait un esclavage et un commerce d'esclaves provenant d'Afrique, essentiellement d'Afrique, et qui allait vers le monde arabe depuis le début de l'islam. Depuis le début de l'islam. Donc il y a eu un esclavage arabe ou trans-arabe ou afro-arabe, tout ce que vous voulez, et cela évidemment est attesté par l'historiographie connue, n'est-ce pas? Donc c'est un phénomène, encore une fois, il ne faut pas incriminer les puissances européennes pour ne pas prêter à idéologiser le dossier. C'est un phénomène connu, l'esclavage est aussi ancien que l'histoire de l'humanité, il a existé en Grèce antique, il a existé chez les Perses au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Il y a toujours eu cette réalité historique qui fait qu'il y a des catégories de population qui sont considérées comme inférieures aux autres et la peau, la négritude en l'occurrence, a été pendant très longtemps un signe d'infériorité raciale, n'est-ce pas? Et il y a des formes d'esclavage qui ne reposent pas sur des problèmes de pigmentation, sur des problèmes de racialité. Par exemple, à l'époque, au début de l'époque ottomane, et même avant, hein, donc même dans l'islam, au cours de l'époque omeyyade, voire et surtout l'époque abbasside, il y a eu des esclaves qui venaient de Russie, hein, surtout les esclaves féminins, hein, des femmes qui étaient blondes ou rousses, et qui faisaient partie de, comment dirais-je, du harem, et un certain nombre ont été d'ailleurs épousés par des princes ou par des personnages de l'histoire, et d'ailleurs pour des raisons stratégiques, hein, c'est essentiellement parce que en général on s'alliait à des brani, si j'ose dire, à des gens extérieurs, pour éviter qu'il y ait des contestations en ce qui concerne les problèmes de succession. C'est un petit peu le statut des Mamelouks, hein, qui ont joué un rôle important, qui était important pour leur fidélité au prince, parce que les Mamelouks ne pouvaient pas créer de fitna, hein, ou de contestation, parce que, par définition, ils étaient étrangers. Voilà. Et on a souvent priorisé ces étrangers à ceux qui faisaient partie de la Smala. Alors, là, je risque de m'éterniser sur des problèmes complexes. Alors, je reviens à ce modèle tribal prédatoire, qui n'est pas une nouveauté, n'est-ce pas, Touareg, mais là, je donne l'exemple Touareg, parce qu'il fait partie de notre patrimoine territorial, et c'était donc des castes nomades agro-pastorales qui détenaient une légitimité sharaïa. Alors, la légitimité, elle se définit comme étant la prééminence ethnique.
c'est le droit du premier occupant. احنا الأولين, احنا الأم, احنا الأصل. Nous sommes là depuis les origines. Donc la légitimité, c'est une légitimité de l'antériorité, l'asbaqiya. Je précise, parce qu'après, on va connaître d'autres formes de légitimité qui sont fondées sur autre chose que sur l'antériorité, je suis d'ici et avant les autres. La légitimité, donc la prééminence ethnique territoriale. Ça, c'est la légitimité. Alors, pour rester dans le schéma théorique que j'avais développé la dernière fois, le fameux triangle, problème entre légitimité et intelligibilité. Alors, l'intelligibilité se traduit chez les Touaregs par un impôt de protection. Tu m'appartiens, je te protège. Moyennant quoi, tu me dois un impôt. Ça peut être un impôt en nature, comme un impôt en prestations diverses. Par exemple, en ce qui concerne les catégories subalternes aux Touaregs, parce qu'il y a une hiérarchie chez les Touaregs, il y a ceux d'en haut, les suzerains, ce qu'on appelle les Imouhar. Ce sont les Kelrella qui représentent les Imouhar dans le territoire du Hogar, parce qu'il y a aussi les Touaregs du côté du Mali et du Niger. En ce qui concerne le Hogar, ce sont les Kelrella qui occupent la première place, ce sont les suzerains, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez des hommes libres qu'on appelle les Imred. Imred, qui sont des hommes libres, mais ils n'ont pas le pouvoir. C'est comme un peu les seigneurs féodaux qui prêtaient assistance au roi, dans le cas d'Europe. Or, ces Imouhar, ils exercent un droit de protection qui doit leur être payé soit en soumission, en ta'a, soit en bay'a, ça c'est le cas des Imrad, soit en prestation de travail, c'est le cas des catégories inférieures. Alors, en dessous des Imrad, il y a ce qu'on appelle les Iklen Tawsit. Iklen Tawsit, c'est-à-dire l'équivalent des Haratin dans la région du Touat. Haratin, c'est-à-dire des populations qui sont esclaves d'abord et qui ensuite ont été libérés, entre guillemets, pour aller travailler la terre, pour mettre en valeur la terre et pour pouvoir nourrir le peuple. Parce que les Touaregs n'étaient pas des agriculteurs, ils achetaient la nourriture dans le temps. Mais après l'étranglement du grand nomadisme transsaharien par les navigateurs étrangers, donc ils n'avaient plus cette exclusivité de la vente des esclaves sur la transsaharienne. Il y a une réduction en quelque sorte de l'espace de mouvance et ils vont être obligés de se cantonner dans leur territoire et de produire leur nourriture là où ils l'achetaient auparavant, parce que chemin faisant, ils achetaient. Et c'est ainsi que va se constituer une agriculture à l'intérieur du territoire touareg, mais une agriculture qui a été le fait de populations importées. Soit les Iklen Tawsit venant du sud, soit les Haratin venant de la région d'Ain Salah, notamment de Aoulf al-Harb et Aoulf Shofa. C'est les Aoulf qui sont au sud de Ain Salah, la partie la plus proche du Hogar, qui est à 600-700 km du Hogar, et qui, eux, connaissent la pratique agricole depuis des siècles, et il les ont fait venir avec la bénédiction de familles maraboutiques, des marabtines, qu'on appelait les Oulad Sahboun. Alors, ces Oulad Sahboun, ils se disent originaires du Foullan. Alors, c'est toute une légende, tout un mythe d'origine, Foullan, les Foullahs qui seraient en quelque sorte eux-mêmes originaires du sud, du Soudan. Ce qu'on appelle le Soudan, c'est le Sahel. Ça n'a rien à voir avec le Soudan actuel. Quand on dit Bilad Soudan, c'est tout le Sahel, c'est Bilad Soudan. Et ces Oulad Sahboun ont été en quelque sorte les intermédiaires entre les Touaregs et ces populations qui, elles, acceptaient de travailler sous les ordres de leur maître Marabtin
parce qu'ils étaient marabtines. Et quand on parle de marabtines, là on fait allusion à une légitimité de type religieuse, de type mystico-religieuse. Ok? Vous voyez que la différence entre la légitimité fondée sur l'antériorité, Ahna al-Asbaqiya, nous sommes là les premiers, en vertu de quoi vous nous devez obéissance. On est ici dans une forme archéologique, quelque sorte, ancienne. Derrière. Il y a une deuxième légitimité, qui est une légitimité que j'appelle canonique. Alors la première s'appelle archaïque, la seconde je l'appelle canonique, canonique au sens de droit canon. Alors cette légitimité canonique, elle n'est pas prédominante chez les Touaregs, elle est utilisée un petit peu en sous-main par les Touaregs, qui font venir une compétence des coopérants techniques, si j'ose dire, qui sont les haratines, qui savent travailler la terre, qui savent creuser les galeries, les fogaras, exactement ce qui a été fait depuis au moins le IXe siècle dans la région du Tili-Kelt, Touat et Gurara. Et on avait besoin de cette main-d'œuvre compétente pour constituer le terroir agricole, mais ils ne pouvaient pas, eux, comprendre qu'ils puissent être directement pris sous la tutelle des Touaregs, parce que culturellement parlant, ça ne pouvait pas fonctionner. Il fallait, en quelque sorte, un lien idéologique, et ce lien idéologique, ce sont les marabtines, qui ont joué le rôle de courroie de transmission. Parce que pour ces haratines, comme pour les esclaves d'ailleurs, ils estiment que c'est tout à fait normal qu'ils prêtent assistance à leur maître, marabat ou bien shrif. C'est du pareil au même. Parce qu'ils estiment que si jamais ils transgressent cet ordre, ils risquent d'aller à l'enfer. Voilà. Dans leur imaginaire, c'est une nécessité. J'ai parlé du phénomène du féodalisme en Occident, etc. Donc on est dans la même règle d'obéissance, mais cette obéissance, elle a un caractère culturel, n'est-ce pas? Elle a un caractère culturel. Hein? Et c'est par ce biais-là, parce que sinon vous allez exercer sur eux une violence physique. Or, aucune violence, quelle qu'elle soit, ne peut se passer d'idéologie. Il faut qu'il y ait un lien idéologique, une justification idéologique, qui soit culturellement acceptable jusqu'à un certain moment. Même la violence nazie de Hitler n'a pas fonctionné seule. Elle était accompagnée d'une idéologie, l'idéologie de la superpuissance des Teutons, de la classe supérieure, de la supériorité raciale, etc. Le phénomène de la supériorité raciale, c'est un phénomène qui a traîné pendant des siècles et des siècles. Il s'est estampé, puis a repris ensuite, il reprend. Nous avons des épisodes où ça recommence, et d'ailleurs, on n'en est pas loin dans ce qui se passe actuellement en France, en Europe d'une manière générale, et en France en particulier. Au moment des crises, on ressort un petit peu les vieux refrains de l'éthnicité, n'est-ce pas? Voilà. Alors, donc nous avons ici affaire à un modèle de type tribal, prédatoire, parce qu'il y a l'exercice de la violence. Elle est légitime du point de vue du prince, bien évidemment, mais elle s'exerce d'abord au nom de la prééminence. Nous sommes l'Asbaqiya. Ils se donnent une origine, ils inventent un récit de leur origine, c'est l'histoire de Tinhinan, une reine qui s'appelle Tinhinan, qu'on a traduit dans toute la cosmogonie européenne, c'est Antinéa, la fameuse Antinéa, la grande reine. Puis le mythe de l'Atlantide. Il y a eu beaucoup de mythes qui ont été écrits autour de cette histoire. Cette reine dont on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas si elle vient d'Est ou d'Ouest, apparemment son origine est pour les antérieurs au christianisme, pour d'autres elle remonte au 5e siècle. Tout dépend des fantaisies historiographiques qu'on a pu lire. Et puis cette reine, elle arrive avec deux femmes qui l'accompagnent. Donc nous sommes ici dans une sorte de matriarcat, et non pas de patriarcat.
elle arrive avec deux femmes, une qui s'appelle Takama et l'autre qui s'appelle Tamara. Alors, Takama, c'est la mère des Iklen Taousit, c'est-à-dire des serfs, et Tamara, c'est la mère des Iklen, des esclaves, parce qu'il y a une différence. Iklen Taousit, il est indépendant en tant que résidence. Les Iklen Taousit qui travaillaient chez les Dagrali, par exemple, le Dagrali était campé à Taharnanet, à 60 km à peu près au nord de Tamanrasset, tandis que leur propriété se trouvait à Abalessa, à 120 km à l'ouest de Tamanrasset. Et ils allaient uniquement à la période des récoltes pour le partage, pour récupérer ce qui leur appartient et laisser une partie aux autres. Il y avait tout un rituel du partage entre les producteurs, en quelque sorte, qui travaillaient la terre pour les Dagrali, et les maîtres. Il y avait toute une réglementation de ce qui appartient aux uns et aux autres, au niveau, après la dressa du blé, après ceci, c'est assez compliqué. Bon. Eh bien, les Iklen Taousit habitaient indépendamment de leur maître, à 120 km. Et c'était d'ailleurs des qsar un peu qui ressemblent aux qsur qu'on retrouve du côté d'Adrar, de Timimoun. Hein. C'est en terre battue, etc. Néanmoins, ils savaient qu'ils étaient les obligés de ces Dagrali qui étaient leurs maîtres. Tandis que l'esclave Iklen, lui, il vit aux côtés Zriba, là où habitent son maître. Ils sont immédiatement, bon, ils habitent dans des espèces de petits trucs, des annexes qui sont inutile de vous donner une description sur ce à quoi ça ressemble, mais ils étaient là pour la corvée de bois, pour amener le bois, pour aller ramener l'eau du puits à quelques kilomètres plus loin, et pour s'occuper du troupeau. Hein? Donc ils avaient des tâches qu'on appelle domestiques. Ce n'étaient pas des tâches dites productives. Ceux qui avaient les tâches productives, c'est les Iklen Taousit, qui étaient à 120 km. Ils étaient autonomes et qui habitaient dans des conditions matériellement plus luxueuses que leurs maîtres. Ça, c'est un des paradoxes. Hein. La dernière fois, j'ai parlé d'accumulation de prestige, et non pas d'accumulation matérielle. Hein. Certaines formes d'accumulation ne sont pas placées sur le modèle qu'on a connu dans les pays occidentaux. Alors, voilà en quoi consiste, en gros, ce modèle prédatoire tribal. Donc, il fonctionne sur, d'une part, la force physique, avoir la capacité de capturer des esclaves et de les faire travailler soit à des tâches domestiques, soit dans certaines conditions, surtout quand elles sont importées du Nord, les faire travailler la terre, parce qu'ils avaient besoin de se reproduire sur le plan économique, d'avoir un minimum de production pour l'autoconsommation. Et tout cela fonctionnait sur un principe de tamzreit, c'est-à-dire ce droit de protection. Nous vous protégeons contre des ennemis extérieurs, fussent-ils des ennemis fictifs ou imaginaires, mais parce que je vous protège, vous êtes sous ma protection, vous me payez un impôt. Alors l'impôt pour les esclaves et pour les Iklen Taousit, c'est la prestation domestique pour les uns et agricole pour les autres. Et pour la catégorie des hommes libres, les Imrad, qui sont des hommes libres et qui participent au commerce transsaharien et qui participaient à la mobilité, n'est-ce pas, quand ils allaient pour le commerce avec d'autres régions du Sud, ce sont des catégories inférieures. C'est comme les vassaux par rapport aux suzerains. Hein. Ils ont un rapport de vassalité. Et eux, ils payaient un droit de tamzreit. Le tamzreit, c'était une partie de leur commerce, une partie du produit du commerce. Alors, ça concernait les animaux, les bêtes, les moutons, ça concernait toutes sortes de produits qu'ils achetaient, enfin, pour lesquels ils transigeaient. Donc, ça concernait sur les produits du commerce et de l'élevage. Il y avait une partie qui était prélevée au profit de la catégorie supérieure, tandis que pour les haratines,
les kératinocytes, pardon, eh bien, c'était le produit de la terre. Donc il y a là toute une division du travail sur la chose qui relève de l'impôt qu'on appelle le Temslate, l'impôt de protection. Je vous protège, vous prenez vos licences. Alors c'est compliqué tout ça. Hein. Ça, c'est des choses que j'ai apprises sur le terrain. Je ne les ai pas lues dans les livres. J'ai lu des livres qui étaient écrits par des collègues ethnologues. Ils étaient complètement, de mon point de vue, complètement à côté de la carte. Ils ne se sont intéressés qu'à la parenté touareg. C'est la seule chose qui les intéressait, parce qu'ils étaient omnibulés par la littérature Claude Lévi-Straussienne sur les structures de la parenté. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais en tout cas, moi, je me suis intéressé à la question de la propriété, au rapport de propriété. Ça, c'est la légitimité. Donc, la légitimité, c'est la prééminence. Nous sommes les premiers, et vous nous devez obéissance pour ça. Parce que cette idéologie du premier occupant, on la retrouve dans le nord de l'Algérie, avec la thèse berbériste, en l'occurrence. Hein, nous sommes les berbères, nous sommes les premiers, nous sommes avant les autres, etc. C'est une idéologie qui fonctionne dans des contextes différents et pour des raisons différentes. Elle n'est pas propre au mot touareg, je veux dire. Et puis l'intelligibilité, c'est l'impôt, Temslate. Ça, c'est le modèle tribal canonique, le modèle tribal prédatoire, ce qu'on appelle prédatoire, l'économie de prédation, au sens de Karl Polanyi. Ça, c'est le premier modèle que l'on peut retrouver dans le paysage sahélo-maghrébin aux premières heures de son histoire. Le deuxième modèle, parce qu'il n'y en a pas des masses, il n'y a pas des masses. Le deuxième modèle, c'est ce que j'appelle le modèle canonique, en référence au droit canon. Et quand je parle du modèle canonique, cela renvoie au monde confrérique et religieux. Alors, il y a dans le modèle canonique deux sous-systèmes. Le premier sous-système, c'est le système lignagé, le lignage, Sajara, l'origine prophétique. Le Maghreb a longtemps, pas seulement le Maghreb, mais l'ensemble du monde musulman, a longtemps fonctionné sur le principe du lignage prophétique. Ceux qui avaient le droit à prendre le pouvoir ne pouvait revenir qu'au Shorfa, à ceux qui se disaient être les descendants du prophète. Et toute l'histoire du Maghreb est une histoire où on a fabriqué à tour de bras des silsilas. Hein? Il y a des familles qui disent on l'a hérité de père en fils. Dieu sait quel est le copiste qui l'a écrite. Très souvent, il y a des falsifications. Alors là, le domaine de la fraude et de la falsification, c'est pire que la falsification dans le business et dans le commerce. Et on peut vous fabriquer une silsila sur mesure pour vous faire plaisir, mais surtout pour des problèmes de légitimité politique. Hein. Sur les silsilas qui ont été écrites, un grand nombre étaient des silsilas écrites par des copistes qui avaient la prétention d'avoir une mémoire d'éléphant en matière de généalogie. Bon, très souvent, j'aime bien souvent rappeler l'histoire de la visite de la mosquée de Casablanca, la grande mosquée de Casablanca, qui a été édifiée par Hassan II. Et dès qu'on entre par la porte principale, il y a une colonne gravée en or, la silsila de Hassan II. Donc ça va de Hassan II jusqu'au prophète Mohammed. Et quand on compte fils de, on compte la généalogie, on trouve 23 personnes. Et quand vous multipliez 23 par 30, en partant de l'hypothèse qu'il y a 30 années qui séparent chaque génération, ce qui est énorme à l'époque. Les gens se mariaient jeunes. J'ai calculé large, j'ai trouvé 660, alors qu'il y a 14 siècles qui séparent Hassan II du prophète. Donc le compte n'y est pas. Mais ça, ce n'est pas propre à la silsila du roi du Maroc. On retrouve cette fantaisie de la silsila un peu partout. Donc, ce qui fait que ces silsilas, en plus, jouent un rôle idéologique de légitimation que quelque chose qui relève de la vérité
de la vérité historique. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de système de comptage, il n'y avait pas d'archives, hein, il n'y avait pas d'archives écrites. Hein. Et la rare archive que l'on puisse trouver, c'est l'archive coranique. Et encore, il y a toute une spéculation sur le caractère authentique ou non de la version qui nous a été laissée par le dernier des compagnons du prophète, Othman. Alors que tout ça est assez compliqué, hein, parce que le problème de l'écriture est quelque chose qui est advenu très tardivement dans l'histoire. Hein. Et on a fonctionné très souvent dans l'oralité. Qala, qala, rawa, ala, fulan, ala, fulan, etc. Et puis il y avait aussi des considérations politiques de prise du pouvoir, en vertu de quoi il fallait donner la preuve. Burhan, voilà, etc. Ça, c'est connu. Alors, donc, nous sommes ici dans un autre modèle, le modèle canonique. Ce n'est pas l'asbaqiya, ce n'est pas que je suis arrivé le premier. Évidemment, si je dis que je suis fils du prophète, je ne peux pas dire à ceux qui étaient en Afrique du Nord avant le prophète, je suis le premier, puisque je suis un arrivé. Je suis un arrivant, je suis venu avant les autres, après les autres, après les autres, après les Romains, après les Phéniciens, après les Carthaginois, enfin bref, je suis venu après les Kofars. Je suis venu en tant que musulman. Donc là, l'islam devient une primogéniture sur le plan idéologique et sur le plan religieux. Mais ce n'est pas une primogéniture sur le plan historique. Néanmoins, je suis venu après les autres, néanmoins, je viens avec l'islam, qui est la religion révélée, et qui est évidemment la religion vous êtes la première nation que Dieu a créée, la meilleure nation que Dieu a créée. Il y a ce sens où les Mécois et les Arabes, et notamment les Mécois, sont la meilleure nation que Dieu a créée. D'ailleurs, cette idéologie de la meilleure nation, on le retrouve dans le judaïsme. Hein. Dans le Deutéronome, on retrouve exactement la même problématique de la primauté, du peuple juif sur les autres nations, sur les autres peuples.